Dans l'épisode précédent, Ferfal a abordé le sujet des marchés parallèles et du comportement de l'or en période troublée. Dans ce 4e et dernier épisode, il évoquera la défense personnelle, les armes à feu et les équipements utiles pour se protéger lorsque l'effondrement se sera produit. Comme à son habitude, il nous livrera des informations précieuses que seuls ceux qui ont vécu une telle expérience peuvent rapporter. Après que les choses ont mal tourné en 2001, seuls les plus faibles d'esprit croyaient encore que la police les protégerait de la vague de criminalité qui a suivi l'effondrement de notre économie. Beaucoup de gens qui pouvaient être considérés comme opposés aux armes à feu auparavant se sont précipités dans les armureries, cherchant des conseils sur la façon de se défendre et de protéger leur famille. Ils achetaient un revolver de calibre 38 avec une boîte de munitions et les laissaient dans le placard, croyant probablement qu'il les protégerait miraculeusement des intrus. Oh, peut-être que vous pensez que les armes à feu ne sont pas vraiment nécessaires, ou que votre religion vous interdit d'acheter un outil conçu pour tuer des gens. Vous vous demandez probablement si une arme à feu est vraiment indispensable lorsque tout part en vrille. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ? Ayant moi-même traversé un tel scénario et en subissant toujours les conséquences 5 ans plus tard, je pense pouvoir répondre à cette question. Oui, vous avez besoin d'une arme à feu, de gaz au poivre, d'une machette, d'une hache de guerre, d'une massue avec un clou rouillé qui en dépasse, ou de toute autre arme que vous pouvez vous procurer. On a beaucoup écrit sur les armes de survie. Chacun s'est fait sa propre idée de l'arsenal d'armes idéal pour la survie. Certains sont plus orientés vers la chasse, d'autres considèrent les armes uniquement comme des moyens de légitime défense, et d'autres encore envisagent un peu des deux, cherchant des armes polyvalentes. En parlant d'armes à feu, il y a un sujet particulier que je veux rectifier. C'est la question de savoir quelle est l'arme principale pour le survivaliste, en particulier pour un survivaliste urbain qui doit vivre en société. Oui, même après que tout soit parti en vrille, l'arme de défense principale pour le survivaliste est son pistolet. C'est l'arme qui reste avec lui quand il fait ses courses en ville ou qu'il travaille dans les champs. Le survivaliste n'est pas un soldat, même si vous êtes un soldat ou que vous l'avez été autrefois sur le champ de bataille, votre ville n'est pas un champ de bataille et ne le sera pas, même si la situation devient critique. Beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts avant que la situation n'atteigne un point où vous pourrez tranquillement marcher dans la rue avec un fusil en bandoulière. Vous savez, si la préparation à une rupture de la normalité dans le monde réel vous intéresse et que vous souhaitez vous préparer pour le vrai danger, sachez que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Vous vous réveillez un jour et vous entendez à la radio que l'économie s'est effondrée et que la bourse a fermé indéfiniment. Que faire ? Vous devez toujours vous rendre au travail. Pensez-vous que vous embrasserez votre femme et partirez au bureau avec votre AR à la main, prêt à tirer ? Vous n'iriez pas bien loin. Quelqu'un vous tirera dessus, ou vous jettera en prison ou dans un asile psychiatrique. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il est possible de se préparer à une invasion de la Chine, des Allemands ou des Martiens dans votre pays. Mais c'est un cas extrême, le scénario catastrophe le moins probable. Il y a un spectre infini de gris entre le noir et le blanc. Le blanc étant votre journée normale moyenne, et le noir étant la fin totale du monde tel que nous le connaissons, avec des hommes lézards envahissant la planète. Les fusils ont leur place dans l'arsenal du survivaliste, et une place très importante. Mais vous devez comprendre que 90% du temps, le pistolet sera l'arme que vous aurez à portée de main quand vous en aurez besoin. Vous ne pouvez pas comparer cela à un soldat en Irak qui a son arme avec lui en permanence. Combien de militaires connaissez-vous qui continuent à porter un camouflage et à se promener en ville avec leur fusil d'assaut lorsqu'ils rentrent chez eux? Ce qui fonctionne pour la guerre ne fonctionne pas pour le survivaliste, surtout pour le survivaliste urbain. Même si vous vivez dans un refuge loin de la ville, vous devez travailler, n'est-ce pas? Un soldat fait partie d'une immense machine. Son travail est de porter ce fusil, tandis que d'autres s'occupent d'autres besoins. Un survivaliste qui ne fait pas partie d'un grand groupe de survivalistes n'a personne pour le remplacer. Lorsqu'un néophyte cherche des conseils sur ce qu'il faut se procurer pour se défendre, certains lui recommanderont un fusil ou un fusil de chasse comme première arme défensive. Imaginons que des émeutes raciales éclatent dans la ville de cet homme. Il doit quand même aller travailler tous les jours. Que doit-il faire? Mettre son fusil à pompe dans sa poche? Même s'il est moins puissant, un pistolet peut être utilisé pour la défense du domicile et vous accompagner partout où vous devez aller. Si l'endroit est inondé, vous pourrez monter dans un canot de sauvetage sans abandonner votre arme. Je suis sûr qu'aucune équipe de secours ne vous prendra si vous portez une arme longue. Ils vous demanderont certainement de la laisser derrière vous. Et si votre gouvernement, réalisant que la situation a basculé et qu'il a perdu le contrôle des événements,
interdisait toutes les armes à feu indéfiniment. Je ne sais pas pour vous, mais si les choses deviennent aussi graves, je veux être armé. Vous pouvez cacher un pistolet sous une veste. Vous ne pouvez pas cacher une arme longue sous vos vêtements. Je crois que c'est Clint Smith qui disait que le pistolet est utile uniquement pour se frayer un chemin jusqu'à son fusil. Mec, c'est si bourrin. J'adorerais le voir entrer chez Walmart avec son M4 tactique, prendre le métro, rendre visite au médecin ou aller à la banque. Par ici, monsieur Smith, vous pouvez accrocher votre M4 juste à côté de mon manteau. Je ne pense pas que ce soit judicieux. Les gars, à moins d'avoir votre propre stand de tir, vous ne pourrez pas transporter votre fusil au travail. Bon, maintenant que j'ai dit ça, regardons quelques possibilités. Revolver ou pistolet? Pistolet, bien sûr. Oui, j'ai vu la vidéo du gars qui a vidé avec précision son Smith & Wesson en une demi-seconde. J'ai aussi vu le stand de tir et la foule derrière lui regardant l'événement. Peut-il tirer et recharger de cette façon s'il est dans sa voiture, conduisant d'une main et tirant de l'autre, pendant qu'un tas de voyous dans une autre voiture lui tirent dessus? Eh bien, peut-être qu'il en est capable, mais moi je ne peux pas. Et vous? En règle générale, le revolver est plus difficile à maîtriser que le pistolet. La double action est dure et elle affecte la vitesse et la précision. Cela est possible, mais j'ai constaté tout comme de nombreux tireurs que les pistolets étaient plus faciles à appréhender. De plus, bien qu'ils semblent être plus simples, les revolvers ne sont pas aussi robustes que les pistolets automatiques. Les mécanismes qui font tourner le barillet et qui arment le marteau sont à la fois compliqués et fragiles par rapport aux pistolets automatiques. Avant que quiconque ne commence à me jeter des sorts vaudous maléfiques pour avoir insulté leurs précieux Smith & Wesson ou Ruger, je possède des revolvers et j'aime tirer avec. Mais je ne pense simplement pas qu'il soit la meilleure option pour la défense personnelle. Et je vois que tout le monde avec qui je parle dans mon pays et qui se préoccupe de la sécurité comme moi choisissent aussi des pistolets. Les pistolets de qualité résistent mieux au sable, à la boue et à la saleté en général que les revolvers, qu'un petit caillou coincé dans le mécanisme peut rendre inutilisable. Personnellement, j'ai eu un problème avec un Taurus Tracker 9 en acier inoxydable, calibre 357 Magnum. Après avoir tiré à quelques reprises, je l'ai rechargé et j'ai tiré les 7 coups aussi vite que possible. Lorsque j'ai essayé de le vider, les douilles étaient coincées à cause de la dilatation due à la chaleur. J'ai dû attendre que l'arme refroidisse un peu pour pouvoir la vider. Des problèmes comme celui-ci peuvent vous coûter la vie, d'autant plus dans un revolver à 7 coups. J'ai déjà vu un homme entrer dans un magasin d'armes pour échanger son revolver 357 Magnum contre un pistolet 9 mm à grande capacité. Il a dit qu'il conduisait lorsque des voyous dans une autre voiture ont commencé à lui tirer dessus. Il a été poursuivi sur quelques pâtés de maison. Il a déclaré qu'il avait sorti son revolver et avait commencé à tirer sur eux, mais qu'il avait rapidement épuisé ses munitions. Il voulait plus de capacité et une recharge rapide. Je ne pouvais pas être plus en accord avec lui. Certains diront qu'il s'agit de tir à l'aveugle, que toutes les balles doivent toucher la cible, et que s'il y en a qui ratent, c'est que le tireur manque d'entraînement. Ces mêmes personnes vous diront qu'elles comptent utiliser des fusils à verrou comme arme de défense, en faisant en sorte que chaque tir compte, sans jamais rater leur cible. Un tir, un mort. Je ne suis pas d'accord avec cela. Un tir, un mort vaut pour les tireurs d'élite, mais le survivaliste doit avoir d'autres alternatives. Je ne vois rien de mal à tirer 4 ou 5 coups sur une voiture qui vous poursuit. Si ces coups les font réfléchir à 2 fois sur leurs intentions, ils sont bien dépensés à mes yeux, même s'ils ne tuent pas l'assaillant. Le feu de suppression est possible si vous avez un pistolet à grande capacité. Je n'hésiterai pas à utiliser une telle tactique si elle sert mes objectifs ou si elle me donne le temps de m'échapper. Gardez également à l'esprit que les criminels sont des lâches et attaquent donc en groupe. Le survivaliste doit être capable de faire face à plus qu'un seul assaillant. Se retrouver dans un échange de tirs avec 2 ou 3 hommes armés tout en portant un revolver à 6 coups est assez difficile à gérer. Un pistolet à grande capacité peut contenir environ 15 ou 19 cartouches et cela peut faire la différence dans un combat où vous êtes en infériorité numérique. Un médecin légiste qui vivait dans mon quartier a été tué l'année dernière. Il a été pris en embuscade par 5 ou 6 hommes alors qu'il sortait d'un restaurant. Bien qu'il l'ait tué, il a réussi à en abattre 4 et à en blesser gravement un autre. Il tirait régulièrement et portait un Glock 40. Je pense qu'il a bénéficié d'un peu de chance dans ses tirs, mais je crois aussi que son choix d'armes n'y était pas pour rien dans le résultat. Pour ceux qui se posent la question, mes concitoyens qui prennent au sérieux la légitime défense portent des Glock. Ceux qui n'ont pas les moyens pour un Glock portent des Bersa, des FM High Power ou des surplus de Colt 1911. Au début, je ne pensais pas de bien des Bersa, mais lorsque j'ai pu les essayer, j'ai constaté qu'il s'agissait de bonnes armes. Je possède maintenant 2 Bersa et je suis satisfait de leur performance.
Le choix du calibre suscite un débat sans fin, et ce n'est pas mon intention ici. Disons simplement que 9 mm, 40 Smith et Wesson et 45 ACP sont des choix évidents. Le 40 Smith et Wesson semble être le plus adapté, à la fois en balles blindées et en pointe creuse, tandis que le 9 mm manque de puissance d'arrêt, et il est préférable d'opter pour des balles à pointe creuse. Toutefois, bien que le calibre 9 mm manque de puissance par rapport au 40 Smith et Wesson, il est plus populaire dans le monde entier. C'est un facteur à prendre sérieusement en compte lors du choix d'un pistolet pour une situation d'effondrement. Enfin, le 9 mm peut également être utilisé dans plusieurs carabines et pistolets mitrailleurs. Un autre point important à considérer. Les pistolets mitrailleurs et les carabines chambrées en 40 Smith et Wesson et en 45 ACP sont également disponibles, mais ils ne sont pas aussi populaires que ceux chambrés en 9 mm. Quel que soit votre choix, gardez toujours 500 ou encore mieux 1000 cartouches de munitions de qualité pour votre pistolet. 100 cartouches ne dureront pas longtemps si la crise perdure. Considérez également que lorsque la situation devient critique, les gouvernements ont tendance à restreindre la vente d'armes à feu et de munitions. Les fusils. J'ai précédemment indiqué que pour se défendre et protéger sa famille, le survivaliste urbain utilisait un pistolet 90% du temps. Je n'ai pas sorti ce chiffre de nulle part. Il est basé sur ce qui se passe ici au quotidien, et même un peu sous-évalué. La dure réalité nous a montré que la plupart des attaques surviennent lors de l'entrée ou de la sortie de votre domicile, lorsque vous êtes plus vulnérable. Presque personne n'est assez stupide pour essayer d'entrer dans une maison barricadée avec des occupants armés. Croyez-moi, les lois de la sélection naturelle feront leur travail assez rapidement une fois que la situation aura dégénéré. Alors, est-ce qu'un fusil est nécessaire ? Bien sûr que oui, il reste encore ces 10%, et ces 10% peuvent quand même vous coûter cher. Ce pourcentage explose à la hausse si vous envisagez d'utiliser ce même fusil pour mettre de la viande sur la table. Si vous devez vous contenter d'un seul fusil, optez pour un semi-automatique. Idéalement, il faudrait avoir un fusil à verrou et un fusil semi-automatique. Un fusil à verrou et un fusil semi-automatique en calibre 308 feraient une belle combinaison. Quoi que vous choisissiez, essayez de rester dans les calibres et les armes militaires si possible. On pourrait croire que j'ai quelque chose contre les fusils à verrou, mais ce n'est pas le cas. Je pense que ce sont des armes fantastiques, mais je crois que les semi-automatiques sont des armes de combat bien meilleures. L'idée de les cueillir à 300 mètres avec votre fusil à verrou alors qu'ils arrivent en rang en sifflotant et en tirant des coups de semonce est au mieux risible. Les fusils à verrou ont des avantages par rapport aux semi-automatiques, la précision n'étant pas le plus grand. Les fusils à verrou comme les Mauser durent éternellement et sont plus solides que le roc, c'est important. Ce sont des outils simples, faciles à réparer, qui vous serviront plus longtemps que toute autre arme. Par exemple, le ressort en spirale de ma sûreté de Mauser 1891 s'est cassé en 3 parties distinctes, après presque 100 ans de bons et loyaux services. J'ai fouillé dans ma boîte à outils et j'ai trouvé un ressort restant d'une porte d'étagère de cuisine. Je l'ai coupé à peu près à la longueur du ressort d'origine, je l'ai remplacé et le fusil était réparé. Il n'y a pas beaucoup d'armes qui permettent cela, et c'est un attribut très précieux une fois que la situation devient critique et que les pièces de rechange ne sont plus disponibles. Cantonnez-vous aux calibres les plus courants, 223 Remington et 308 Winchester, lequel, je ne m'engagerai pas là-dessus. Si vous préférez le 223 parce qu'il a moins de recul, qu'il est plus léger, ou que vous préférez la plateforme AR, allez-y. Si vous imaginez que le 223 est plus puissant que le 762, inscrivez-vous au cours de physique. Rappelez-vous simplement ce que j'ai dit précédemment. Un survivaliste n'est pas un soldat déployé en Irak, et vous n'avez pas toute l'armée américaine pour vous soutenir. Vous êtes seul. Vous n'allez pas immobiliser vos assaillants avec une munition d'efficacité discutable et attendre qu'ils soient neutralisés par des tirs d'artillerie. À propos des AR, je ne confierai pas ma vie à un fusil d'assaut qui a plus de versions que les suites de Rocky. Selon moi, cela signifie que le problème était dans la conception de base et qu'il n'y a pas de solution. En ce qui concerne les AK, tout a été dit. Le fusil d'assaut le plus populaire de la planète est populaire non pas à cause de la politique, mais parce qu'il fonctionne. Il tire également une cartouche de puissance intermédiaire, efficace, disponible dans le monde entier. Les SKS sont également bons, mais je préfère avoir des chargeurs amovibles. Encore une fois, ne me jetez pas la pierre parce que je dis que je ne confierai pas ma vie à un AR. Si vous gardez votre arme bien au propre, apprenez à connaître ses limites et habituez-vous à elle. Quelques cartouches de 223 feront bien le travail. Si vous voulez un fusil qui puisse faire un peu de tout relativement bien, faites-vous plaisir et procurez-vous soit un Springfield Armory M1A ou un FAL en 7,62 avec un canon court, de préférence avec un viseur point rouge et un support pour une lampe.
Laissez les canons longs aux chasseurs et aux amateurs de tir au banc. Entraînez-vous sur les deux armes et vous comprendrez ce que je veux dire. Choisissez le 7,62 non pas en raison de la portée supplémentaire qu'il procure, mais pour sa puissance à toutes les distances. Imaginez les zones de couverture que vous pourrez trouver en ville, comme les voitures, les arbres, les murets et autres infrastructures. Le 7,62 les traversera directement ou les détruira après quelques tirs. C'est une cartouche qui a fait ses preuves. Les fusils à pompe sont de bonnes armes polyvalentes. Leur principal avantage d'après moi est leur puissance d'arrêt dévastatrice et la possibilité d'utiliser des munitions spéciales comme les cartouches et les munitions sublétales. Toutefois, je ne sais pas ce qu'ils pourraient apporter en plus pour la défense du domicile. La déflagration à la bouche du canon est importante et les tirs rapides ne sont pas faciles, surtout lorsque l'adrénaline envahit votre corps ou pire encore, lorsque quelqu'un riposte sur vous. Si j'avais le choix, j'opterais pour un pistolet mitrailleur ou un autre type de carabine de petit calibre, courte et compacte. La combinaison d'un pistolet 9 mm et d'une carabine ou d'un pistolet mitrailleur en 9 mm présente de nombreux avantages à mes yeux et constitue une excellente combinaison. Certains pensent que le tir automatique gaspille des munitions. Je ne suis pas d'accord. Il n'y aura pas de gaspillage si vous savez utiliser votre tête et employer cette fonctionnalité judicieusement. Si vous pouvez obtenir un canon court et une crosse repliable, vous aurez également une arme qui peut être dissimulée sous un large manteau. Posséder un viseur point rouge permet d'améliorer considérablement la précision. L'avantage d'avoir les mêmes munitions pour une arme longue et une arme de poing ne doit pas être pris à la légère. Du point de vue logistique et survivaliste, c'est un énorme avantage. Pensez aux cow-boys et aux Américains qui vivaient dans l'Ouest. Ils connaissaient aussi l'avantage d'utiliser des munitions similaires pour le fusil et le pistolet. Ils avaient des armes de poing à simple action et des fusils à levier chambré avec les mêmes munitions. Certains pensent qu'une arme longue de calibre 9 mm n'est qu'un gros pistolet encombrant ou encore un fusil avec la puissance et la précision d'une arme de poing. C'est absurde. Toute personne ayant déjà tiré avec un pistolet mitrailleur sait qu'ils sont beaucoup plus précis. Toucher des cibles de forme humaine à 100 mètres est facile, et même un peu plus si vous avez un viseur point rouge. De plus, les pistolets mitrailleurs peuvent gérer des munitions intéressantes spécialement conçues pour de telles armes, bien plus puissantes que celles des pistolets. Même si vous utilisez des munitions de pistolet communes, la longueur du canon augmente leur vélocité, ce qui les rend plus puissantes. Il suffit de jeter un œil aux caractéristiques des gilets pare-balles. Un gilet pare-balles classé 3A, censé stopper du 9 mm, n'est pas classé pour arrêter le même calibre tiré par un pistolet mitrailleur ou une carabine, car la vitesse supplémentaire fera pénétrer le même projectile au travers du gilet. Vous n'avez pas besoin de rechercher des munitions spéciales pour pistolet mitrailleur. Si vous pouvez en dénicher un avec un sélecteur de tir automatique, c'est intéressant à avoir. Ce n'est pas indispensable si vous avez un budget serré, mais si vous le pouvez, cela pourrait s'avérer utile un jour. Les pistolets mitrailleurs en mode automatique causent beaucoup de soucis à la police dans mon pays. Un criminel avec peu ou pas d'expérience peut empêcher la progression de 3 ou 4 policiers armés de pistolets et de fusils à pompe, simplement en raison du volume de feu que ces armes de 9 mm à haute capacité peuvent délivrer. Il y a eu ce cas où un malfaiteur qui se tenait devant une voiture de patrouille arrêtée à un feu rouge a sorti un pistolet mitrailleur de son manteau et l'a vidé en mode automatique. Les policiers n'ont eu aucune chance, il les a tous tués. La voiture ressemblait à du gruyère avec 40 trous de 9 mm un peu partout. Je choisirais toujours un bon silencieux plutôt qu'une lunette ultra haut de gamme. Achetez une lunette de bonne qualité, mais ne dépensez pas une fortune et utilisez le reste de l'argent pour un réducteur de son. Si vous prenez votre préparation au sérieux, vous me remercierez un jour. Faites-moi simplement confiance sur ce point. Le 9 mm et le 45 ACP se réduisent assez bien. Pas aussi bien que le 22, mais elles sont beaucoup plus puissantes. Associées à un pistolet mitrailleur en mode automatique, les possibilités sont beaucoup plus grandes. Parfois, il est préférable de passer inaperçu, surtout en cas de crise grave. Bon sang, achetez des gilets pare-balles, s'il vous plaît. Ils sont bon marché aux États-Unis. Procurez-vous de préférence ceux à port dissimulé de classe 3A destinés à la police, puis continuez à travailler dessus et dégotez-vous un équipement militaire avec des plaques de protection de classe 3 ou 4. Vous vous retrouverez avec 2 ou 3 ensembles de protection balistique, ce qui est génial à avoir pour chacun des membres de la famille. Sachez juste une chose, j'étais tellement désespéré au sujet des gilets pare-balles que je les ai commandés aux États-Unis via Internet. J'ai fini par payer un total de près de 600 $ pour des gilets qui en coûtent 200 aux États-Unis au moment où j'écris ces lignes. Achetez-en pendant que vous le pouvez encore. Quand l'effondrement arrivera,
vous finirez par les porter, croyez-moi. Je ne porte pas le mien toute la journée, mais je le porte quand je dois aller dans des endroits dangereux, traiter avec des gens en qui je n'ai pas confiance, ou quand je dois me déplacer de nuit. Enfin, je veux vous transmettre un message d'espoir à tous, et vous rappeler à vous et à moi-même que le survivalisme consiste à survivre, mais pas uniquement pour le simple fait de vivre, pour vivre heureux. Préparez-vous parce que c'est ce qu'il faut faire, et non pas parce que vous attendez avec impatience que tout s'effondre et que d'autres désastres surviennent. Ne faites pas l'erreur de penser que lorsque tout s'effondrera, ce sera un nouveau départ pour vous, que tous vos problèmes disparaîtront simplement et que vous bénéficierez d'un nouveau départ dans ce nouveau monde hostile. Ça ne marche pas comme ça. Au contraire, tout deviendra pire. Les petits problèmes se transformeront en problèmes plus gros et plus sérieux. Si vous avez des problèmes d'alcool, vous boirez davantage. Si vous ne parvenez pas à garder un emploi, vous passerez des années au chômage. Si vous êtes malade, vous constaterez qu'il est plus difficile d'obtenir des soins et des médicaments. Encore une fois, tout empire. Quelqu'un m'a demandé un jour, comment se fait-il que vous ne puissiez pas tirer sur un criminel à 200 mètres, mais que la police ne fait rien pour les arrêter? Quand tout s'effondrera, quel que soit le type de crise, ce ne sera pas juste. Ce sera absolument injuste. Vous verrez de bonnes personnes honnêtes mourir de faim, tandis que les corrompus en profiteront. Vous n'aurez pas de policiers pour vous protéger, mais ils viendront sûrement vous chercher lorsque quelqu'un proférera de fausses accusations à votre encontre. C'est ainsi que ça fonctionne. Donc, quiconque attend avec impatience la fin du monde pour un nouveau départ devrait y réfléchir à 2 fois et remettre sa vie en ordre avant. Les survivalistes sont souvent considérés comme des fatalistes, des adorateurs de la fin du monde. Ce n'est pas le cas. Le vrai survivaliste ne doit pas être ainsi. Les personnes négatives auront du mal à faire face à une crise. Il faut une personne positive, de bonne composition pour y arriver. Sachez qu'il y a des dangers et des situations que vous ne pourrez pas prévoir. Préparez-vous du mieux que vous pouvez pour les gérer. Mais n'oubliez jamais de vivre pleinement votre vie. Vous et moi, nous ne savons pas combien de temps il nous reste à passer sur cette terre, alors profitez au maximum de chaque minute qui passe. Le survivaliste ne doit pas être un pessimiste. Il doit toujours rester positif, heureux et profiter de la vie plus que quiconque, parce qu'il comprend que chaque minute de paix que nous avons est précieuse et unique, qu'il ne la tient jamais pour acquise. D'après moi, le survivaliste est un bon vivant, en forme, toujours curieux et de bonne humeur. Il est en forme parce qu'il prend soin de son corps, et son corps prend soin de lui. Il est curieux parce qu'il pense qu'il est important d'apprendre de nouvelles choses tout le temps et qu'il aime apprendre. Il est de bonne humeur parce qu'il est sûr de lui et traite les autres comme il voudrait être traité. C'est ainsi que nous devrions nous comporter. Être un survivaliste, c'est à 90% une philosophie de vie. Et même si la fin du monde ne se produit pas durant notre vie, cette attitude la rend plus riche et plus épanouissante. Il y a des choses dans la vie que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas. La manière de penser du survivaliste lui permet de contrôler celles qu'il peut et d'accepter celles sur lesquelles il ne peut pas influer. Alors, si vous avez cette mentalité, que ce soit en ayant une ferme totalement autonome ou simplement quelques économies, quelques provisions, quelques armes et des sacs de survie, redressez-vous un peu, marchez un peu plus droit, peu importe que vous soyez médecin ou comptable, chauffeur routier ou plombier, soyez fier mon ami, parce que vous êtes une espèce en voie de disparition. Vous êtes, sans aucun doute, une meilleure personne.